Bienvenue au Tough Made Easy podcast, là où on mélange connaissances et conversation. Donc aujourd'hui, je suis avec mon amie Sandrine. Comment ça va aujourd'hui, Sandrine? Ça va bien. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. OK. Parce que je sais que je sais pas si tu as déjà fait ça auparavant. C'est tout le temps stressant la première fois qu'on fait des podcasts, quoi que ce soit. Même moi, quand j'ai commencé, étant une personne qui est tout le temps habituée d'être... Tout le temps, j'abuse, là. D'être derrière la caméra, des fois, ça peut être un peu stressant. Mais je veux que tout le monde soit à l'aise quand on commence. Donc, est-ce que tu as eu un bel été? Je sais que l'été arrive à sa fin. Comment tu as vécu ton été? Est-ce que c'était relaxant? Est-ce que c'était stressant? Ça a été un été difficile qui a découlé, disons, de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Mais somme toute, ça s'est quand même bien passé. OK, c'est bon ça. Ouais. J'ai profité du beau temps. Il y en a eu beaucoup. Ouais, vraiment. Honnêtement, il n'y a pas eu comme... je trouve ça un peu frustrant parce que la plupart de nos fins de semaine, beaucoup de pluie. Il y avait beaucoup de pluie, mais les semaines, il faisait quand même très bon soleil. Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis pour justement revenir sur ce que tu disais, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Moi, je sais de quoi tu viens nous parler aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont pas nécessairement au courant. Il y a des gens qui savent pas de quoi qu'on parle. Fait que je te demanderais de commencer par... Sandrine, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Oui. Je viens vous parler d'un sujet relativement tabou qui est le deuil périnatal. Puis, je viens en parler parce que j'en ai fait l'expérience. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait une sorte de malaise collectif autour du deuil périnatal. Il y a un malaise autour du deuil en général. En effet. Mais le deuil périnatal, c'est un sujet qui... en fait, je pense qu'il n'y a rien qui confronte plus l'humanité d'une personne que l'idée d'un bébé mort. Puis, je vois que c'est un sujet qui suscite beaucoup de malaise, qui confronte les gens à pas savoir quoi dire. Donc, je pense que je viens ici un peu pour comme démystifier tout ce tabou-là. Puis aussi juste pour échanger. Puis je trouve que... En tout cas, je te remercie d'ailleurs de me recevoir parce que je trouve que c'est une super belle plateforme pour dialoguer de plein de sujets. Puis c'est ça, quand on s'en parlait un petit peu, on s'est dit, pourquoi pas parler de ce sujet-là? En effet. Fait que, Je pense qu'il faut qu'on commence par... C'est quoi un deuil périnatal et non prénatal? Oui. Comme certaines personnes peuvent faire des erreurs par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un deuil périnatal? Oui, en fait, le deuil périnatal, c'est assez simple, là. C'est le processus par lequel les parents vont passer à la suite de leur bébé qui est décédé. Donc, c'est vraiment... Puis le processus peut commencer aussi avant le décès même, ce qui a été mon cas. C'est ça, c'est vraiment un processus de deuil comme tel qu'on le connaît, mais c'est vraiment spécifique là, aux parents puis aux proches dont le bébé est mort et décédé dans la période. Là. Puis, lorsque toi, tu as vécu cette expérience-là, est-ce que fait que c'était vraiment récent? Est-ce que ça fait un bout que ça s'est déroulé? Parle-nous de comment tu l'as vécu. Oui, dans mon cas, le deuil périnatal, je te dirais que je suis en plein dedans encore. OK. Il n'y a pas vraiment de fin au deuil périnatal parce que c'est comme un deuil, disons, face à un parent qui décède ou un oncle, une tante, peu importe. Le deuil se poursuit avec le temps. On apprend à vivre avec. On ne peut jamais s'en débarrasser. On fait au quotidien avec le deuil. Donc, je peux peut-être... Oui, vas-y, rentre dans le sujet. Je peux rentrer dans le sujet. Je vais raconter un peu comme mon histoire, l'histoire de mon conjoint et moi, ce qu'on a vécu. En fait, moi, je suis tombée enceinte en juin 2023. Puis, je l'ai appris. Donc, j'ai fait mon premier test de grossesse le 4 juillet. Parce que généralement, il faut attendre... Ça, c'était dans le temps qu'on était proche de ton mariage, right? Oui. Ah oui, je vais en parler aussi, oui. Puis c'est ça, généralement, il faut attendre une petite période de temps, 2 semaines environ, avant de faire un test de grossesse. Mais moi, j'étais vraiment fébrile, en tout cas. Fait que ça faisait peut-être, 10 jours, là, que je pensais peut-être que ça avait fonctionné. Donc là, j'ai fait un test de grossesse. Puis j'avais acheté un livre en conséquence pour l'annoncer à Philippe, que je salue d'ailleurs. Puis c'est ça. Donc, je lui ai offert un livre, puis je lui ai annoncé ce soir-là, je me souviens.
Et on était super heureux parce que vraiment, on pensait que ça allait prendre plus de temps que ça pour arriver à concevoir. Ça nous a pris un essai, finalement, 1 mois d'essai, finalement. Et c'est ça, c'était à 10 jours de mon mariage. Mon mariage était le 14 juillet. Et j'ai commencé à être super malade. Puis, à ce moment-là, je savais pas trop ce qui se passait. Je pensais que j'avais attrapé comme un virus, quelque chose. Ce qui a été le cas d'ailleurs, parce que je suis allée chez le médecin. Mais j'étais malade. Puis, j'avais beaucoup de segments aussi. Généralement, en début de grossesse, tu peux avoir des petits segments. Mais moi, j'en avais vraiment beaucoup, comme une menstruation. Donc, c'était un petit peu inquiétant. Puis là, comme j'étais vraiment malade puis que je retenais pas la nourriture, tout ça, on est allé à l'urgence 2 fois, dont la veille du mariage. OK, ça, c'est la nouvelle information pour moi. Ouais. Puis, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Au fond de moi, je savais que, je sais pas, mon corps m'envoyait des signes. Puis, ça a généré beaucoup d'anxiété. Donc, le jour de mon mariage, alors que je me préparais avec les demoiselles d'honneur, tout ça, puis on se préparait tout ensemble, une gang de filles, j'ai fait une grosse crise de panique, d'anxiété. Je pensais que je serais pas en mesure d'aller à mon propre mariage. Puis ça a été vraiment difficile parce que c'est quelque chose dont je rêvais depuis très, très longtemps. Puis là, étant donné que j'étais super pas bien, à ce moment-là, il y avait peut-être 2-3 personnes qui savaient que j'étais enceinte, c'est tout. Mais là, étant donné que je me sentais vraiment pas bien, toutes mes demoiselles d'honneur ont fini par le savoir. Puis là, par le temps qu'on arrive au mariage, parce que finalement, je me suis rendue au mariage, on savait plus qui savait plus, tout ça. Donc, on l'a annoncé à tout le monde. Mais ça aussi, ça a été difficile parce que j'ai eu l'impression de pas pouvoir annoncer la nouvelle à mon rythme, exactement. Mais bon, on l'a fait, puis on l'a annoncé, puis tout le monde était très heureux, puis nous aussi également. Et là, quelques jours ont passé, tout allait bien, sauf que j'ai continué à être malade. Bon, le premier trimestre a été très, très difficile. Puis ça, c'est assez commun, là, les nausées, tout ça. Dans mon cas, je fais des migraines ophtalmiques. Puis j'ai des enjeux de vision suivis de gros maux de tête. Puis là, mes migraines ont été exacerbées par les fluctuations d'hormones en premier trimestre de grossesse. Et là, bon, tout allait bien. On arrive à la 12e semaine de ma grossesse. Puis c'est le moment, en fait, où on va faire notre première échographie, disons, pour voir le bébé. J'avais fait une échographie dans les semaines qui avaient précédé parce qu'on était inquiets pour ma grossesse, comme j'avais été super malade, tout ça. Mais là, c'était vraiment la première écho à 12 semaines où on allait savoir un peu ce qu'il en était. Puis, j'avais des amis qui étaient enceintes qui m'avaient dit « à 12 semaines, ils vont mesurer la clarté nucale. » Là, c'est comme, c'est quoi ça, la clarté nucale? Puis c'est l'épaisseur du cou, finalement, du bébé, du fœtus. Puis, si ça dépasse une certaine mesure, ben ça signifie que le bébé aura peut-être des complications ou certaines anomalies. Puis, on va à l'échographie. Je me dis, j'espère juste que la clarté nucale va être correcte. Je le vois tout de suite sur l'échographie que la clarté nucale est super épaisse. Fait que toi-même, avant même de te faire dire quoi que ce soit par le docteur, t'avais vu qu'il y avait quelque chose qui semblait pas normal. Oui, puis j'avais fait des recherches un petit peu avant. Okay. C'est juste mon réflexe un petit peu. J'ai une personnalité un peu anxiogène. Fait que je veux comme savoir avant de savoir, là, disons. Fait que là, donc c'est ça. J'ai comme vu à l'écran tout de suite. Puis effectivement, après ça, à l'hôpital, nous ont donné un rapport, puis c'était écrit clarté nucale de 6 points quelque chose. Il faut que ça soit généralement en bas de 3 ou autour de 3. Okay. Et Philippe était plus ou moins au courant de ça parce que j'avais fait mes recherches de mon côté, je n'avais pas partagé tout ça. Et là, quand je lui ai dit ça, il a fait comme ouf, OK. Ouais, il y a peut-être quelque chose là qui va pas. Et donc, là, ayant vu ça, les médecins ont fait, on va vous faire une échographie plus poussée. On va aller voir. Une échographie de 2e niveau qu'ils appellent. Et là, effectivement, ils ont reconfirmé qu'il y avait une clarté nucale très, très épaisse. Puis, c'est suite à ça qu'on nous a envoyé faire d'autres tests. Et là, j'ai fait le test de trisomie 21, 18, 13. Puis là, il y a une sorte de calcul, en fait, de probabilité de trisomie. On prend une prise de sang
Je peux pas, je suis pas calée dans le domaine. Je sais pas trop comment s'effectue le calcul. Mais bref, moi, j'attendais impatiemment cet appel-là. Il y a un médecin qui devait nous appeler puis nous dire c'était quoi la probabilité de trisomie. Donc, je reçois un appel. Je travaille de la maison cette journée-là. Il est peut-être 4 heures l'après-midi. Je vais m'en rappeler là, toute ma vie. Le médecin dit « Ah, ben on a votre résultat de clarté nucale. Pas de clarté nucale, pardon, mais le résultat de trisomie 21. Puis, il est à 1 sur 8, ce qui est considéré très élevé. Une probabilité là, de trisomie dite normale ou comme à faible risque, ce serait 1 sur 10 000. Holy Et moi, on me dit 1 sur 8. Et ça, c'est une information que je m'étais informée à ce point-ci. Je savais à ce point-ci que je savais, c'était clair pour moi que j'allais perdre mon bébé. À ce point-ci, je l'ai su, j'étais toute seule parce que Philippe n'était pas revenu du travail encore. Je me suis là, effondrée en larmes. Puis aussi, il faut le dire, quand t'es enceinte, t'es plein d'hormones. Ben oui. Tes hormones sont dans le tapis. Puis c'était pour moi, c'est vraiment le moment là, où tout a basculé. Et Philippe et moi, on avait déjà eu la discussion, là, advenant le fait qu'il y a quelque chose avec le fœtus, puis qu'on allait de l'avant avec... Si on allait de l'avant ou pas avec la grossesse, puis on avait déterminé que non. Puis moi, j'avais terriblement peur de me faire juger pour ce choix-là. Puis on pourra peut-être en rediscuter de cette partie-là du deuil, là, mais on voulait quand même... Parce que 1 sur 8, avec une probabilité de 1 sur 8, il y a quand même une possibilité que non, qu'il n'y ait pas de trisomie. Exactement. Donc là, on voulait aller au bout des tests. Mais par le temps que je passe tous les tests nécessaires, on voulait toutes les réponses à nos questions finalement, ça a pris quand même quelques semaines. Et là, on a parlé avec une généticienne de l'hôpital Chio. J'ai fait une amniosynthèse, dans le fond, qui est comme... Ils extirpent du liquide amniotique, puis avec une très longue aiguille qui fait peur, d'ailleurs. Tu me parles d'aiguille, c'est pas mon fort, vraiment, les trucs comme ça. Donc il insère une aiguille là, qui transperce la peau, le placenta, l'utérus, tout le kit. Puis, avec ce liquide-là, ils déconstruisent l'ADN, puis ils peuvent voir, en fait, confirmer un diagnostic de trisomie ou non. Donc, on a fait ce test-là. Et la généticienne nous a rappelé quelques temps après, 2 semaines après, pour nous dire, effectivement, on confirme le diagnostic de trisomie 21. Et là, tout s'est fait, tout a déboulé très, très, très rapidement. En fait, l'hôpital à Ottawa ont tout de suite comme transféré notre dossier pour aller de l'avant avec l'interruption de grossesse parce que c'était le choix qu'on avait décidé de faire. Et là, on m'avait dit, on peut faire ça genre demain. Là, là j'étais comme, wow, laissez-moi le temps d'absorber. Ça comme genre, si t'es ready, let's go. Là, laissez-moi le temps d'absorber un peu l'information. Puis, je me souviens, c'était le week-end de l'Action de grâce au mois d'octobre. À ce point-ci, j'étais rendue à 18 semaines de grossesse. Donc, dans mon 2e trimestre. Puis, j'avais une bédaine qui paraissait bien. Donc, suite à ça, on est allé... On s'est dit qu'on se laisserait quelques jours. On passerait du temps avec notre famille pendant l'Action de grâce. Un peu pour se préparer mentalement, mais aussi, tu sais... accueillir certaines vagues d'amour avant de vivre cette épreuve-là. Et la semaine qui a suivi, donc, on s'est dirigé à l'hôpital. Puis, on a été de l'avant avec l'interruption de grossesse, qui, d'ailleurs, je pense que ça a été ma plus grande surprise parce que j'ai fait des études féministes. On a beaucoup parlé d'avortement dans les cours, dans les séminaires, tout ça. Puis, dans ma tête, un avortement, une interruption de grossesse, c'était 1 heure dans une clinique des femmes. Tu rentrais, ils faisaient leurs affaires, tu sortais. C'est pas même que ça s'est passé du tout. Non, il a fallu que j'accouche. Oh, OK. Donc c'est ça.
on en parlait un petit peu plus tôt avant que le podcast commence, mais moi, dans ce moment-là, j'ai voulu me donner toute la force que je pouvais autant que possible. Et que j'ai abordé la situation un peu dans l'humour, dans la musique. On avait notre chambre privée à l'hôpital, puis on a parti la musique, on a joué à des jeux, on a joué au bonhomme pendu. Ma mère était là, mon père a fait un tour. J'ai une amie qui est venue me voir aussi, mais Philippe et moi, on était toujours ensemble. Puis, ils m'ont donné un médicament pour induire pour provoquer l'accouchement. Puis, ça a duré 17 heures en tout. 17 heures de travail. Ouais. Fait que t'as littéralement vécu l'expérience, comme tu dis. Ouais. C'était un accouchement. Quoique, bon, comme le bébé était... Le fœtus était âgé là, de 12 semaines de 18 semaines de gestation, pardon. J'ai pas eu à effectuer le même travail qu'une tout à fait. qu'une femme en termes de sa grossesse. Mais j'ai vécu les contractions et puis j'ai vu mon bébé aussi. Ça, c'était aussi un choix qu'on pouvait faire ou non. Décider de le voir, de le prendre, tout ça. Puis j'avais vraiment peur. Moi, là, je m'étais dit, là, ça va être laid, un bébé. Ça va vraiment pas être beau. Ça va être un bébé comme en formation. Mais c'était là, la plus belle chose que j'ai jamais vue de toute ma vie. Même s'il n'était pas formé au même titre qu'un bébé de 37, 38, 39 semaines, mon conjoint et moi, Philippe et moi, on s'est regardés et on est comme, wow, c'est nous qui avons fait ça, là. C'est nous qui avons produit cette petite être-là qui finalement nous reflète tous les deux, qui reflète notre amour. Donc, ça a été... Ouais. Disons que ma prise de conscience de ce qui se passait, puis mon deuil, vraiment comme... Il avait commencé avant parce que je savais que j'allais perdre le bébé, mais c'est vraiment à partir de là que j'ai pris conscience de OK, je vais vivre, les prochaines semaines vont vraiment être difficiles, les prochains mois vont vraiment être difficiles, puis ainsi de suite. Donc, ouais, fait que c'est un peu ce qui m'a mené à vivre le deuil périnatal. Puis, les causes du deuil périnatal sont multiples. Hein. Il y a des bébés qui décèdent de plein de façons. Là, je parle de mon expérience, mais les expériences... Il y a plein d'expériences. Il n'y a pas une femme qui le vit de la même façon. Il n'y a pas un couple qui le vit de la même façon. Mais est-ce que peut-être tu sais pas ou dont j'ai pas parlé, c'est que malgré tout ce processus-là de deuil qui est continuel, nous, notre envie d'avoir un enfant est tellement grand que on s'est réessayé par la suite. Je suis retombée enceinte au mois de février. J'ai fait une fausse couche à ce moment-là. Je suis retombée enceinte aussi au mois d'avril, puis j'ai refait une autre fausse couche à ce moment-là. Donc, je suis en processus de deuil pour mon bébé, mon fils, parce que c'était un garçon initialement, que j'ai pris dans mes bras, à qui on a dû dire au revoir. Mais je suis aussi en processus de deuil pour les 2 grossesses que j'ai pas vues, les 2 autres grossesses que j'ai pas vues aboutir non plus. Donc, c'est ça. Il y a aussi des femmes qui perdent leur bébé alors que le bébé est né en santé. Ils appellent ça aussi la mort subite du nourrisson. Le bébé va mourir dans une période critique. Là. Souvent, c'est peut-être dans le mois qui suit l'accouchement, de causes inconnues souvent. Il y a plein d'expériences comme ça. Moi, j'ai eu celle de l'interruption de grossesse puis des fausses couches. Hein. Mais ouais, c'est un peu un peu ça pour moi, le deuil périnatal. Puis j'ajouterais même que je pense que pour moi, ça a été la plus grande période d'adversité là, de toute ma vie. C'est là que j'allais poser des questions par rapport à ça, parce que tu nous racontes tout ça, puis comme même moi, tu me racontes tout ce que tu as vécu, puis je pourrais jamais me mettre à ta place, je pourrais jamais comprendre, pour multiples raisons. Aussi, donc, je suis un homme, fait que déjà là, genre, complètement séparé, mais tout ça, first of all, merci d'avoir partagé, parce que c'est pas toujours facile de parler. Moi, j'ai la
une grande difficulté avec le deuil général. Juste le deuil, l'aspect de la mort ou de vivre la mort, de confronter la mort, c'est quelque chose qui, genre, me fait mal dormir la nuit ou, genre, perdre le sommeil. Fait absolument. Que t'aies eu à vivre ça à notre âge avec ton enfant, genre, je suis comme, oh my God, je sais pas comment moi je l'aurais vécu. Puis c'est un peu là que je vais aller poser des questions parce que comme moi, je sais pas, comme, comment ça a été exemple entre toi puis Phil, par exemple, genre, vivre ça, parce que on parle beaucoup de comme la situation, tout ce qui est allé, mais vous, tous les jours, du moment où vous apprenez la nouvelle, jusqu'à ce que ça se passe, ben c'est clair qu'il y a des discussions, c'est clair qu'il y a des choses qui se passent, puis j'aimerais, si ça te dérange pas, que tu nous partages comment ça s'est passé. Absolument. Oui, avec plaisir. Ben, en fait, c'est tout ce processus-là m'a vraiment fait réaliser, j'ai pris compte de l'importance d'établir des bases solides avec son partenaire ou sa partenaire. Puis d'avoir des discussions en avance sur ce qu'on souhaite. Puis qu'est-ce qu'on ferait si? Parce que souvent, en tant que couple, en tout cas, Philippe et moi, on a été confrontés à tellement de scénarios improbables. Il fallait qu'on ait eu certaines discussions avant pour affronter ces situations improbables. Et c'est important, je pense, et c'est ça qui nous a un peu sauvés comme couple. Je pense que comme on a les mêmes valeurs ou les mêmes principes, qu'on est en accord sur une majorité de sujets assez fondamentaux, ben, on était capable d'affronter toute l'adversité qui s'est présentée à nous. Puis, je pense que ça nous a beaucoup rapprochés comme couple. On était déjà très, très proches avant, mais ça nous a... En fait, juste pour vous exemplifier, là, disons, la beauté de notre relation qui a émergé de ça. Comme j'ai dû accoucher de notre fils, puis qui était présent. On a tout vécu ça ensemble. Puis quand on a été de retour à la maison, c'est une autre chose. Tu reviens chez toi, tu viens d'accoucher, t'as pas ton bébé. Puis là, tu gères ça comment? Tu gères ça comment? En couple, tu gères ça comment? Toi, tu gères ça comment? Puis, on s'est regardés, les deux. Puis moi, je lui dis, je suis retombée en amour avec toi à ce moment-là. Puis lui, il me dit, il était vraiment émotif à ce moment-là, il me dit, je t'ai trouvée tellement belle. Il était en admiration avec la force que j'avais démontrée dans ce moment-là. Puis on s'est serrés dans nos bras, puis on s'est jamais dit autant qu'on s'aimait de toute notre vie. Puis à ce moment-là, tu sais, j'étais dégoûtante, j'avais pas pris de douche. J'ai porté une couche. Puis, on n'avait pas dormi depuis je sais pas combien d'heures. Puis, je vais prendre une gorgée d'eau, je suis en train de perdre ma voix. Pas de problème. Mais tu sentais justement l'amour, puis l'appréciation, puis je sais pas, mais ce terme un peu en anglais, genre trial through fire, genre c'est comme, tu passes à travers quelque chose de tellement difficile avec quelqu'un que c'est comme l'unification, oh my God, madame, l'unification est genre super forte, genre. Ouais, ben c'est ça qu'on se disait, on est obligés maintenant. On est mariés, mais on est obligés de passer le restant de nos vies ensemble. On n'a comme pas le choix. Parce qu'il y a pas... Je pense pas... Bon, je vais pas nous jinxer, là, mais je pense pas qu'il y aura d'épreuves plus difficiles que celles qu'on vient de traverser. Ou s'il y en a, on sait qu'on va être capable de les traverser ensemble. Donc ça, c'est aussi rassurant. T'sais, on avait vécu d'autres épreuves ensemble avant. C'est comme la pandémie, où il y avait eu quand même des décès dans la famille de Philippe qu'on a dû traverser ensemble. Puis, mais ça, c'était toute une autre affaire. Puis tout se passe tellement rapidement, tout déboule rapidement. Faut que tu prennes des décisions rapidement. Donc, c'est pour ça que je dis l'importance... En fait, c'est tellement important d'être d'accord. Puis ben, pas d'être d'accord, mais peux-tu imaginer, là, si Philippe et moi, on n'avait pas été d'accord. Un avait été, je sais pas, drastiquement contre l'avortement. Puis... L'autre avait dit, ben moi, ça me dérange pas d'avoir un enfant trisomique, tu sais, ou, tu sais, ça aurait été vraiment complexe. Ça aurait occasionné des discussions encore plus difficiles et
je sais pas si on aurait été capable de passer à travers ça. Mais je pense que, on savait qu'on serait en accord sur toute la ligne. Mais le processus décisionnel a été relativement simple pour nous. Pas facile, mais simple. C'est le après qui a été un petit peu plus difficile. Parce que on vit pas le deuil de la même façon. Tu l'as dit tantôt. En effet. Parce que hommes et femmes, on vit... Moi, je vis ça dans mon corps, alors que Philippe le vit pas dans son corps. Puis aussi, en termes de nos tempéraments aussi, moi, j'ai tendance à extérioriser beaucoup. Lui, c'est pas tout à fait le cas. Quoi qu'avec les années, là, j'ai travaillé un petit peu. Là, maintenant, ça sort. Faut que ça les sorte, émotions là. sortir, les gars, c'est correct. Mais, ouais, donc, des fois, moi, j'avais certaines petites frustrations parce que j'avais l'impression que c'était donc difficile pour moi. Mais lui, ça avait pas l'air difficile du tout. Mais c'est pas ça, c'est que lui vivait ça beaucoup intérieurement. Moi, j'extériorisais beaucoup. Puis aussi, lui n'a pas la sensation de perte que moi, je ressens physiquement. Exactement. Puis ça, c'est une chose qui crée des frustrations, lui, de son côté, parce qu'il aimerait tellement comprendre, puis il aimerait tellement plus me comprendre. Il y a des moments, entre autres, où je me mets à avoir comme... Je dis, des fois, ça arrive là, dans des moments là, complètement banals. Là. Je suis en train de ranger des vêtements dans la chambre. Puis il y a un petit truc là, qui me fait repenser au bébé, qui me fait... Je sais pas. Je me mets à avoir comme des crises de larmes. Là. Puis à manquer mon bébé, puis à... Je suis pas capable d'arrêter de pleurer. Ça dure comme 15 minutes, puis après, je suis correcte. Mais il faut vraiment que ça sorte. Mais je saurais pas comment t'expliquer pourquoi, ni d'où ça vient, mais je pense que c'est vraiment le lien fort et magique que j'ai développé avec mon bébé pendant ces quelques mois de grossesse-là. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais ça, c'est un truc que... Il y a des choses qui s'expliquent pas. Il y a des choses qui se vivent, c'est tout. Non. Puis ça, c'est une chose que le processus du deuil périnatal m'a beaucoup appris. Que c'est correct, des fois, de pas être en mesure de trouver un sens à certaines choses. En effet. C'est correct de lâcher prise, puis de dire, ben regarde, si c'est ça que je ressens, puis que je trouve pas la raison derrière, c'est bien correct. Tu sais, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, notamment ça, mais c'est aussi à lâcher prise de plein de choses qui sont hors de mon contrôle dans la vie en général. Parce que, c'est ça, je l'ai dit tantôt, mais je suis une personne quand même anxieuse et anxiogène. J'essaie de contrôler quand même beaucoup de paramètres dans ma vie, mais j'ai plus rien contrôlé de cette situation-là. Fait que maintenant, quand il arrive des petits trucs, je me dis, hey, regarde qu'est-ce que t'as affronté. Ça, c'est rien. Mais c'est pas pour autant pour banaliser. Je veux pas banaliser, mais je pense que c'est plus une façon pour moi de relativiser les choses, tu sais. Quelles sont les autres choses que tu as appris, par exemple? Tu nous parles de cette situation-là, puis comme on en a parlé un peu tantôt, moi, j'ai pas vécu la même chose, mais ma mère, elle a vécu la même situation que toi, différemment. Puis, moi, je l'ai appris vraiment tard. Là. Je l'ai appris, j'avais peut-être 22, 23. C'est mon père qui m'en a parlé. Là, après, j'ai demandé à ma mère comment elle a vécu. Puis c'était vraiment comme... On n'est même pas rentré en détail comme t'as été en détail aujourd'hui parce qu'on voulait pas aller en détail. On voulait juste avoir une conversation. Ouais. Mais elle m'a expliqué comment, genre, le processus puis le support qu'elle avait eu, etc. Comment est-ce que toi, t'as vécu, exemple... Genre là, on a parlé du côté avec Phil, mais... Ouais. Avec la famille, avec les amis, genre. Parce que comme tu dis, la journée où tu as dû l'expliquer, c'était à ton mariage. Là, tu l'expliques, là, c'est un autre gros moment dans ta vie où tu es en train de vivre toutes tes émotions. Là, tu expliques ça. Puis là, ben, je sais pas trop combien de mois après, mais faut que tu te dises à ces mêmes amis-là auxquels tu as révélé que tu allais être enceinte que maintenant, ben, tu plus l'enfant. Fait comment est-ce que ce processus-là s'est fait? Comment tes amis t'ont supporté là-dedans? Ouais, ben, je pense que j'ai reçu un gros lot d'amour, un gros lot de support. Mais je t'avouerais que c'était très difficile à naviguer socialement. Parce
parce que c'est ça, on avait annoncé ma grossesse initialement à tout le monde qui était présent au mariage. Puis j'ai dû réannoncer à toutes ces personnes-là, à mon rythme tout de même, qu'on allait aller de l'avant avec l'interruption de la grossesse. Et puis là, c'est difficile à naviguer parce que tu sais pas comment les gens vont réagir. Il y a des gens qui ont des fortes convictions par rapport à l'avortement, qui pensent que c'est une solution facile, qu'on veut se débarrasser d'un bébé. Puis j'avais vraiment peur de la réaction des gens. Oh mon Dieu, elle va se faire avorter, puis elle veut se débarrasser de son bébé trisomique, elle veut pas assumer la responsabilité de s'occuper d'un bébé trisomique. Puis non, mais c'est parce que moi, j'ai reçu toutes les informations, et tous les scientifiques, tous les détails là, qui m'ont été communiqués par la généticienne. Je savais que mon bébé avait peu de chances de survie à l'accouchement, qu'il avait peu de chances d'apprendre à parler, peu de chances d'apprendre à marcher. On parlait d'une trisomie 21 sévère. Puis, donc, quand j'ai expliqué ça à certaines personnes qui, je savais, avaient peut-être des convictions un peu plus fortes, différentes, que j'aurais peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit de leur part, parce que c'est ce que j'essayais de leur faire comprendre, que toute décision que j'allais prendre serait une décision prise par amour. Que ce soit de poursuivre la grossesse, de mener à terme l'accouchement ou non. Toute décision que j'allais prendre, c'était vraiment par amour pour cet enfant-là, pour ce bébé-là. Ça a été quand même bien reçu par les gens de ma famille, les proches, les amis. Mais c'est ça, c'est tout de même... Ça continue d'être difficile à naviguer socialement. Mais j'ai réalisé que quand j'avais l'opportunité d'en parler, un peu comme on en discute aujourd'hui, quand il y a un espace de dialogue qui me permet de m'exprimer, c'est beaucoup plus facile et ça m'apporte beaucoup plus de bienfaits que pas. Parce que sinon, tu as l'impression de vivre ça dans la solitude. Tu vis avec ton conjoint, mais ton conjoint ou ta conjointe le vit d'une façon tellement différente de toi, fait que nécessairement, tu as aussi besoin du support des autres autour de toi. En effet. Puis dans mon cas, j'ai quelques amies filles qui ont joué des rôles vraiment essentiels, puis qui m'ont toujours demandé de quoi tu as besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou qui m'ont apporté des biscuits, des fleurs. Mais il y a quand même des membres de ma famille, des proches, des amis, des fois qui ont fait des commentaires qui sont maladroits et qui sont bienveillants, mais qui des fois... le commentaire que j'ai plus entendu ou plus reçu, c'est « Ah, ben là, vous êtes encore jeune, t'es encore jeune, tu sais. Ça... C'est pas grave, tu sais. » You're gonna be able to do another one, genre. Oui, c'est ça. Mais... Tu sais, là, j'ai 27 ans, mais j'avais 26 ans quand j'ai perdu mon bébé. Ça fait pas tout à fait un an encore, mais... tu sais, oui, je suis jeune, mais là, dans les mois qui ont suivi, j'ai fait 2 fausses couches. On est rendu en clinique de fertilité, Philippe et moi, puis le gynécologue a dit « Oui, t'es jeune, puis t'as tout vécu ça en même pas un an. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, mais aussi... C'était comme le temps que tu viennes me voir, là, Sandrine. Parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Je vois. Tu sais. Fait que ce commentaire-là que je recevais de certains membres de ma famille ou encore de proches, je leur en veux pas. Qui essaie d'être comme porteur d'espoir dans un sens, I guess. Oui. Ou tu sais, vous en aurez un autre, ou tu sais. Mais ça, c'est comme n'importe quel autre deuil. En effet. Tu peux pas remplacer un oncle ou une tante ou un frère, une sœur. C'est pas le même que ça marche, tu sais. Donc, je pense que la clé dans tout ça, c'est de laisser place au dialogue puis de créer des espaces. Et je me souviens d'une occasion où puis là, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. En effet. Moi, je suis pour briser les tabous, je suis pour discuter de ces sujets-là. Il y a des personnes qui décident de vivre leur deuil périnatal de façon un peu plus personnelle, intime, privée, avec leur conjoint, leur conjointe, puis de pas en parler.
Puis c'est un choix que je comprends vraiment et que je respecte beaucoup. Puis, ben, moi, les opportunités que j'ai eues où j'ai pu me vider le cœur, c'est celles qui m'ont le plus aidée, qui m'ont sorti de cette solitude-là. Puis c'est ça. C'était la fête d'une amie et on était, je pense, comme une dizaine de filles environ. Puis il y avait 2 amies de mon amie qui étaient enceintes, une autre qui était déjà maman, en tout cas. Puis lors de cette soirée-là, il y en a une qui est enceinte qui me dit « Bon, ben là, il y a comme un éléphant dans la pièce, là. Tu sais, on sait toutes que toi, t'as perdu ton bébé, puis nous, on est là dans ta face avec nos bédaines. » Elle m'a dit ça carrément de même. Puis il y a des personnes, ça aurait pu comme... Ouais, il aurait pu faire comme... Oh, comme, tu sais, je préfère qu'on n'en parle pas. Puis elle était comme... Elle m'a dit, ben, veux-tu, parle-nous-en, là, raconte-nous, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça. Puis moi... ça m'a tellement soulagée. J'étais comme, oh my God, un espace pour en parler, comme, wow! Puis, on en a discuté un peu comme on le fait là, puis ça a été vraiment soulageant. Puis, il y a des filles qui pleuraient, qui ont vraiment démontré une belle empathie envers ce que je vivais, puis ça a ouvert la discussion. Puis, on n'en a pas parlé éternellement, mais juste ça a fait une petite différence. Puis, j'étais contente de pouvoir en parler, d'avoir cet espace-là. Ouais. Quels sont... Moi, je te laisse la place parce que j'y connais rien. Donc, je suis vraiment en train d'apprendre. Tout ce que tu me dis, c'est de l'apprentissage. Puis je suis content parce que ça fait en sorte que ça va me permettre d'être capable de naviguer ces conversations-là si ça arrive à une autre de mes amies ou à quelqu'un d'autre qui va vivre cette situation-là. Puis, c'est quoi les choses que tu... Si, là, en ce moment, on est en train de parler, on a un podcast, puis on pourrait parler pendant 4 heures, mais c'est quoi les choses que tu dois absolument dire? Si tu as des trucs à partager en ce moment, genre, like, you have it all, genre, comme tu as le temps, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Quelles sont les choses que tu es comme, il faut que je le mentionne, il faut que je le dise, ça, c'est important. Je te laisse la parole, je te laisse la place. Ben là, j'ai comme mes notes. J'avais pris, justement, parce que je voulais rien oublier, puis il y a tellement de choses que je voudrais dire. Fait que je me réfère à mes notes là, rapidement. Mais, tu sais, je pense que j'ai écouté quelques autres podcasts. Puis, il y a Vanessa Pilon, dans un podcast de Radio-Can, qui a dit une chose. Puis, elle parlait du fait que le deuil périnatal était beaucoup minimisé. Et qu'il y avait une énorme pression sociale d'induite sur les parents de passer à autre chose rapidement. Puis, un peu le genre de commentaire que je te disais, ben c'est pas grave, là, tu sais, vous allez en avoir un autre. Mais, puis elle expliquait aussi que, tu sais, médicalement, voyons, j'ai vraiment de la misère. Médicalement, merci. On nous disait ça aussi, là, tu sais, comme, ben, réessayez-vous le mois prochain et tout ça. Ben, moi, je dirais, le message que, disons, que je voudrais communiquer, c'est de, peut-être, de pas mettre de pression aux couples, aux parents qui vivent un deuil périnatal. Puis de les laisser vivre ça dans leur temps, à leur rythme. Puis d'être peut-être plus consciencieux ou bienveillant dans les commentaires ou les questions, en connaissance de cause que le deuil peut prendre beaucoup de temps. Puis comme j'ai dit au début du podcast, il n'y a pas de fin non plus au deuil périnatal. C'est un processus continuel. Donc, de s'attendre à ce que des parents soient des parents qui vivent un deuil périnatal soient complètement indifférents devant je sais pas, l'annonce d'une grossesse, ben c'est pas tout à fait réaliste. Moi j'avais un peu, comment je peux dire ça, inhibé face aux annonces de grossesse ou encore beaucoup de, tu sais, la fête des mères, la fête des pères, tout ça. C'est tous des événements, les rassemblements familiaux où il y a des bébés, les rassemblements d'amis où il y a des bébés proches. J'ai beaucoup inhibé. Puis je me laissais pas le droit d'être jalouse un petit peu. Puis ça, c'est une autre chose. Envieuse. Ouais, envieuse, mais aussi, je suis
vraiment heureuse pour tout le monde qui, tu sais, je ne souhaite que du bonheur aux autres, sincèrement. Puis je suis vraiment contente quand je vois que mes amis jouent avec leurs enfants. Ça me donne de l'espoir, en fait. Mais quand je reviens chez moi le soir ou après une activité comme telle, je trouve ça difficile parce que là, je reviens chez moi puis il y a une chambre de bébé vide dans ma maison. Puis on revient, mon conjoint et moi, on n'a pas de bébé avec nous, on n'a pas... Fait qu'il y a comme cette sensation de vide là aussi. Puis ça, c'est aussi un truc, je pense qu'il faut normaliser, le fait d'être envieux puis que... C'est pas une mauvaise chose d'être envieux. Non, c'est ça. Il faut juste rester sain dans notre envie. Il faut pas que ça devienne... Exactement. Non, c'est ça. Absolument. Mais c'est ça, je pense que c'est ça. Se donner le droit d'être envieux, puis aussi, tu sais, que les autres soient conscients de ça, je pense. Mais c'est ça, j'avais aussi il y avait une autre chose, en fait, que je voulais vraiment mentionner. Puis je sais pas, il nous reste combien de temps? Non, vas-y. Ben, en fait, face au deuil périnatal, on peut jamais vraiment s'y préparer. Puis, moi, j'ai pas pu vraiment m'y préparer. Entre le temps que j'ai connu la probabilité de trisomie, puis le moment où j'ai accouché, j'ai pu m'y préparer un petit peu. Mais je pense qu'on prend aussi beaucoup, beaucoup pour acquis le fait de concevoir un enfant. On pense que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. On pense aussi que c'est quelque chose qui va arriver de soi. Et on voit tout le temps les beaux côtés de la grossesse, genre tout ce qui est IG, Instagrammable, genre c'est facile, le gender reveal, le ci, le ça, le nanana, mais on voit pas tout le côté où c'est difficile, les matins où c'est difficile, comme tu as dit, les hormones, etc. Genre, on voit pas ça. Non, exactement. Donc, puis personne nous prépare à ça aussi. Puis je comprends pourquoi. Parce que on veut entamer le processus de maternité ou de paternité en étant optimiste. On rêve de ça. On veut pas l'aborder de façon anxiogène ou vivre d'anxiété. Mais je pense que c'est bon d'entamer ce processus-là en étant consciencieuse que ça peut ne pas fonctionner comme on l'aurait souhaité. Je pense que... Puis de rien prendre pour acquis. Moi, c'est ça aussi. Puis même si j'ai perdu mon bébé, toutes les semaines de grossesse, les mois de grossesse que j'ai comme passé en cohabitation, que j'ai vécu en symbiose avec mon bébé, j'en ai profité au maximum parce que je savais que ça se terminerait, tu sais. Mais je pense qu'il faut juste en profiter au maximum pendant que ça vient, pendant que ça se vit, tu sais. Ouais. Je dirais que c'est peut-être des choses que j'ai retenues aussi. Puis là, le plus bel apprentissage aussi, j'ai parlé de plein d'apprentissages que j'ai fait, mais je pense que ce que je retiens de cette expérience-là, puis c'est ce qui me donne le goût et ce qui va me faire persévérer jusqu'à temps que mon corps me lâche et que je sois plus capable. Mais il y a rien... J'ai eu l'expérience de ce lien-là, de ce lien indéniable que tu développes avec ton bébé. Puis c'est magique. C'est franchement, là, c'est magique. Il n'y a rien qui... Pour moi, il n'y a rien qui... J'ai jamais vécu une expérience comme aussi transcendante de toute ma vie. Puis j'ai jamais consommé de drogue, quoi que ce soit, là. Tu sais, mais il y a... You were high on life. High on life. C'est à la fois l'expérience la plus difficile, mais la plus belle que j'ai vécue, définitivement. Puis j'ai beaucoup de respect maintenant pour toutes les mères. Beaucoup de respect pour ma mère. Parce que ça m'a amené peut-être à être plus indulgente, à comprendre un petit peu plus des fois c'est la surdose d'amour des fois on est comme « Oh maman, tu sais, lâche-moi, là. » Ouais. Mais là, non, je le dis encore, là, maman, tu sais, comme « Arrête, là. » Mais ça m'a vraiment fait réfléchir, puis j'ai encore plus de respect maintenant. J'en ai beaucoup pour les femmes en général, mais pour les mères, puis pour ma mère, pour tout l'amour, puis inconditionnel vraiment. Parce que c'est ça, dans le fond, le deuil périnatal, c'est juste... C'est un amour conditionnel, vraiment. Ouais. Si je peux me permettre,
il y a des choses ici que... Oui. Il y a des choses ici que tu as apportées. Oui. Est-ce que tu peux nous partager un peu c'est quoi ces choses? Oui. Encore une fois, si tu te sens 100% à l'aise. Ah, définitivement. Oui. Je les ai apportés, puis on se lance. Tantôt, en fait, je donnais un aperçu de ce que c'était le deuil périnatal. J'ai apporté un livre qu'un couple d'amis nous a offert. Puis tantôt, on parlait de support. Justement, ce livre-là est devenu comme ma Bible du deuil périnatal, finalement. C'est Le deuil invisible de Jessica Brazo et Laurie Zéphir. Je sais que Laurie Zéphir, c'est une psychologue. Puis dans le livre, elles abordent le deuil périnatal avec beaucoup de douceur, beaucoup de discernement, beaucoup de considération aussi pour les différents types de deuil périnatal, comme j'en ai parlé tantôt. Donc moi, en tout cas, ce livre-là m'a vraiment beaucoup aidé à traverser l'épreuve du deuil périnatal. Puis au besoin, maintenant, je refeuille toutes les pages du livre. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il y a d'autres personnes peut-être qui se tourneraient vers d'autres ressources et qui trouveraient réconfort auprès de d'autres ressources. Je pense entre autres qu'il y a des groupes. Il y a des groupes de parents. C'est une ressource. Sinon, il y a la psychothérapie. Moi, j'ai fait de la psychothérapie, puis j'en fais encore au besoin. Mais je pense que c'est à chaque personne aussi de trouver là, solution. C'est ça. Il y a certaines personnes aussi qui décident d'organiser un funérail, qui choisissent de départir du corps de leur bébé par eux-mêmes. L'hôpital donne cette option-là. Nous, on a décidé de laisser l'hôpital prendre soin du corps. On a décidé aussi de ne pas organiser de funérailles. C'est peut-être mon seul regret de ce processus-là. Pourquoi? Je pense que ça m'aurait aidé. Parce que, comme j'ai dit, il y a une grande part du deuil périnatal que tu te sens obligé de vivre seul. Parce que c'est un tabou, ça procure beaucoup d'inconfort chez les autres. Donc, je pense que moi, ça m'aurait aidé dans mon processus de deuil pour faire sens de ce qui est arrivé. Puis, je pense que ça aurait aidé aussi les personnes autour de moi, autour de mon conjoint et moi, à faire sens aussi de ce qu'on a vécu. Parce que quand c'est un oncle ou une tante, ou comme j'ai dit tantôt, qui décède, quelqu'un avec qui tu as la chance de forger des souvenirs, ben c'est tangible. Il y a quelque chose de matériel. Les gens sont capables de s'imaginer la personne, sont capables de relater des faits, des moments vécus avec cette personne-là. Tandis que nous, ben les seules personnes qui ont vu le bébé, puis même si on l'avait pas, même si on l'avait pas pris, même si on l'avait... C'est quand même... C'est comme nous qui l'aurait témoigné de sa présence, disons. Donc, c'est difficile pour les gens autour de nous de comprendre exactement ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on continue de vivre. Puis, je pense que d'avoir des funérailles avec quelques personnes, du moins, tu sais, pas... j'aurais pas invité 100 personnes, mais ça aurait peut-être apporté un peu plus de réalité. Tu sais, je sais pas comment l'expliquer autrement que ça aurait peut-être rendu la chose plus réelle aux yeux des autres, parce que pour nous, à nos yeux, c'est très réel. Exactement. Donc c'est ça. Nous, on n'a pas pris la décision de faire des funérailles, mais ce qu'on a fait, en fait, pour s'aider, c'est que dans les jours qui ont suivi le décès, j'ai été acheter une petite boîte en bois, puis je l'ai peinturée. J'ai écrit Petit Coco là, dessus parce qu'on l'a appelé comme ça. On lui a pas donné de nom. On avait une idée en tête d'un nom. Je peux la rappeler pour toi. OK. Les gens qui voient pas. On avait en tête l'idée d'un nom, mais finalement, on l'a juste appelé Petit Coco, puis c'est comme ça qu'on lui réfère, là. Mais, donc, c'est ça, dans cette petite boîte-là, puis là, on est comme vraiment... on rentre dans une zone vulnérable, là, parce que c'est
c'est un peu la boîte qui renferme tous nos petits souvenirs, les petits détails qui nous rattachent au bébé. Mais je peux vous montrer quelques petites choses. Ah. Ça, c'est mon billet médical. OK. Parce que suite à l'interruption de grossesse, le médecin gynécologue sur place donnait un billet médical, évidemment, pour un congé, parce qu'il fallait que je m'en remette physiquement, tout ça. Ça, c'est mes tests de grossesse. Comme chaque test. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y en a plusieurs? Ouais. Le premier, c'est le premier test que j'ai fait, le 4 juillet. Puis les autres, c'est parce que généralement, à chaque 24-48 heures, tes hormones sont censées doubler. Ton taux d'hormones est censé doubler. Apprentissage pour tout le monde à la maison. Fait que, moi aussi, je l'ai appris. Surtout les gars, là, des fois, on ne sait pas tout ça. Ouais, mais moi-même, je ne savais pas, j'ai appris. Donc, étant une personne un petit peu anxieuse, pour me rassurer, j'ai continué à faire des petits tests dans les jours qui ont suivi pour voir si la ligne devenait plus foncée ou non. Ce qui signifiait que l'hormone doublait. Je vois. Donc, c'est un peu ça. Puis, ouais, non, c'est ça. Ça, c'est le petit onesie que j'ai acheté à Philippe au début de la grossesse. C'est que mon papa ne joue pas toujours aux vidéo. That's accurate. Ouais, tu sais, il joue quand même aux jeux vidéo. Donc, ouais, fait que je trouvais ça approprié. Et d'ailleurs, j'ai même pas mentionné, là, mais en me rendant ici pour le podcast, tout le long que j'étais sur l'autoroute, je suivais une voiture qui avait un sticker dans sa fenêtre, Baby on board. Puis je trouvais ça tellement... Je trouvais que la coïncidence était vraiment... J'étais comme, bon, c'est ça, là, bon... OK. Quelqu'un d'autre qui te rub it. Ouais, c'est ça. Rub it in my face. Non, c'est vrai. Non, en fait, quand je vois ça, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je suis comme, OK, une personne qui a la sécurité de ses enfants à cœur. Ouais, ça, je te dirais que c'est l'élément de ma petite boîte qui a le plus de valeur à mes yeux, parce que c'est la petite doudou dans laquelle le bébé est enveloppé au moment où j'ai accouché. Puis, c'était comme j'ai dit tantôt, moi, je l'ai trouvé absolument magnifique. Je l'ai trouvé... Je pense que j'étais en amour avec lui à ce moment-là. Je suis encore en amour avec mon bébé, mais je l'ai juste trouvé tellement beau, puis il reposait doucement dans sa petite serviette. En tout cas, fait que pour moi, c'est un souvenir, un beau souvenir, mais un souvenir douloureux aussi. Mais c'est ça, c'est un autre de mes regrets. Puis la raison pour laquelle j'ai peinturé la petite boîte bleue comme ça, c'est parce qu'il portait un bonnet de cette couleur-là. That's a lot of feelings right now. That's... Yeah. Juste le fait que tu sois passé à travers ça, genre, comme je te répète encore, il n'y a rien que je peux dire qui va être capable de dire genre, oh my God, Sandrine, je comprends à 100%. Il n'y a rien. Fait que je suis juste speechless que tu es capable de justement t'ouvrir à nous puis de partager ces choses-là avec les gens qui vont regarder. Merci. C'est sûr que c'est difficile d'en parler, mais je le fais avec un certain détachement. J'ai pas le choix parce que sinon j'éclaterais en sanglots. Puis je serais pas capable de communiquer l'information que je souhaite communiquer. Fait que peut-être qu'en rentrant chez moi ce soir, je vais vraiment pleurer. mais je reconnais que ça prend une force, une belle résilience, oui. Puis que je sous-estimais en moi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je te dirais que maintenant, ça me donne vraiment l'impression de, OK, tu as traversé ça, là, tu continues à chaque matin à te lever puis à faire du mieux que tu peux dans ta journée. Fait, tu sais, pour moi, mettons, comme je veux courir, là, je vais faire un petit jogging, puis quand ça devient vraiment difficile, je suis comme, hey, t'as forcé pendant 17 heures. Fait que ça me donne la résilience dans beaucoup de moments. Mais ça a été vraiment difficile, comme je t'ai dit, cet été. Il a fallu que je prenne un congé du travail pour me recentrer. Mais je suis vraiment fière de comment je continue à ressurgir de mes cendres un petit peu comme un phénix. Là. Je pense à Femme Sec dans Harry Potter, là, mais en tout cas, je poursuis. OK, ça, c'est pas vraiment... Je sais pas pourquoi c'est là. Mais dans le fond, ça, c'est ses petits pieds. Les empreintes de ses pieds.
Puis Philippe et moi, on a décidé de se faire tatouer les empreintes de... Ça, j'étais pas au courant. Tu m'as quand même dit, donc moi aussi, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Ouais. Fait que toi, t'as un pied, puis lui, un pied. Non, lui a décidé de faire les deux. OK. Moi, c'est juste parce que je voulais quelque chose de délicat. Puis je vois. il y a un pied en particulier dont l'empreinte est vraiment claire, puis l'autre un petit peu moins. Ouais. Donc, puis la blague un petit peu, c'est que même si le bébé était seulement formé, c'est seulement à 18 semaines de gestation, quand j'ai accouché, on pouvait déjà comme distinguer des petits traits du bébé qui ressemblaient à ceux de Phil puis ceux qui me ressemblaient. Okay. Il y avait des oreilles un petit peu pointues comme moi, puis il y avait aussi des pieds très similaires à Phil. Donc, moi, je me suis dit, quoi de mieux que de me tatouer le pied de mon petit coco, puis ça ressemble au pied à Phil. Fait que mais, ouais, fait que moi, j'en ai juste fait un, mais on a été le faire ensemble. C'était le premier tatouage à Phil. OK. Moi, j'en ai 3, là. Fait que c'était pas... C'était comme... Fait que là, lui, c'était un peu ce moment de, comme, aussi soak in the feelings. Ouais. Ça, c'est une lettre que j'ai écrite à mon bébé. Pendant ou après? Il y a une date, tu vois, ça c'est le 19 septembre 2023. Fait que c'est avant. Je peux la lire si on a le temps. Oui. OK. Ça se peut que... Je sors de mon possible pour être le meilleur support. Je serai pas Phil, mais je vais faire mon possible. Non, mais je pense que tu m'apportes déjà un énorme support juste de me laisser cet espace-là. C'est vraiment apprécié. Mais, ouais. Je sais pas encore si tu es un garçon ou une fille. Et tu pourrais être ce que tu veux vraiment. Mais je sais que les chances qu'on se rencontre sont minces. Je vais me faire à cette idée, mais je m'accroche aussi à celle que tu prendras ton premier souffle dans mes bras. Je souhaite que tu sois en santé et que la vie n'adresse aucune impasse sur notre chemin pour nous faire réaliser de ne jamais te prendre pour acquis. J'espère qu'un jour, je pourrai embrasser ton petit front et que tu me souriras en retour. Si ce jour ne vient pas, qu'il ne vient jamais, je ne t'en voudrais pas. Je sais que tu t'accroches déjà du plus fort que tu peux, que tu es au combat. Je te souhaite la victoire, peu importe ce qu'elle signifie pour toi. Un repos, un souffle, un sourire, c'est moi qui s'en veux de devoir peut-être te laisser partir. J'espère que tu sais que je t'aime déjà. Je t'aime à la pensée de toi et je t'aimerai toujours au souvenir de toi. Tout ce que je fais, je le fais par amour pour toi. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Donc, moi, j'aime écrire. Puis c'était mon premier outlet pour mes émotions. Fait que quand tu dis quelque chose comme ça, quand tu lis cette lettre-là, je vois à quel point, genre, je pense que c'est le seul moment où je peux relate un tout petit mini peu de comment est-ce que tu as verbalisé tout l'amour que tu avais pour cet enfant-là. Puis, comme je te dis, je pourrais jamais comprendre à 100%, mais je trouve que c'est tellement beau. Puis c'est une bonne chose. Comme, garde cette lettre à jamais, genre. Comme, it's such a great way de, comme, expliquer aux gens. Puis comme les gens qui vont écouter ça, genre, je pense qu'ils vont tous avoir un peu le sentiment que j'ai en ce moment. Genre, je suis un peu la comment dire... le gars. Oui, exactement. Parce que c'est tellement de l'authenticité puis la vulnérabilité que pas tout le monde est capable d'avoir ou de faire. Puis des fois, les gens, ça passe par l'art, par le sport, par l'écriture. Puis je trouve que c'est vraiment bien écrit puis bien pensé. Puis j'espère que ça t'aide à justement faire ce processus-là. Comme tu as dit, qui n'est pas genre définitif, mais qui est continuel dans ta vie. Ben merci. Ben, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je pense que le processus du deuil périnatal est vécu de façon vraiment différente. Puis je tiens en aucun cas à prétendre que c'est la bonne façon de vivre le deuil périnatal ou que ma façon de le vivre est la manière optimale. La façon à suivre. Non, définitivement pas. Puis moi, j'apprends encore. C'est pas un processus parfait, là. Tu sais, comme je pense, en fait... C'est pas linéaire. C'est pas du tout linéaire. Puis
j'ai voulu jeter cette lettre-là plein de fois, là, parce que je trouvais que... Je sais pas, je trouvais que j'avais écrit comme n'importe quoi, que c'est maladroit, que... Voyons, j'écris un bébé qui veut jamais lire la lettre, mais en bout de ligne, c'est ce qui va t'aider, puis c'est ce qui va te permettre de traverser cette épreuve-là à la manière qui te convient le mieux. Puis ça se peut que tu saches pas non plus que tu essaies plein d'affaires différentes pour t'aider. Et moi, j'ai vraiment essayé plein de choses. Bon, écrire, ça m'a aidé. Mais en parler, surtout, ça m'a aidé. Puis je pense, de déconstruire le tabou. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent dans le processus à quel point on est comme obligé de le vivre seul. Puis il y a beaucoup de personnes que ça amène justement à aller vers les autres, faire comme hey, moi j'ai vécu ça, puis toi aussi, OK. Puis là, c'est là que tu te rends compte qu'à force d'en parler, ben. T'es pas seul. T'es pas seul. Puis. En tout cas, fait moi, j'ai voulu parler à mon bébé. Il y a d'autres personnes qui voudraient, je sais pas, tu sais, qui voudraient jamais parler à leur bébé, puis ça serait correct aussi, là. Fait là, j'ai des petites photos d'échographie. J'en ai plein, là. Puis, ça, c'est un autre détail aussi que j'ai voulu garder ces photos-là parce qu'à chaque fois qu'on allait faire une écho, le bébé était comme couché sur son ventre, puis moi, je dors sur le ventre. C'était un peu l'anecdote entre Phil et moi. C'est comme le bébé fait dodo comme maman. Il mimique maman, là. En tout cas, là, j'ai tiens tout croche, mais des petites photos. Puis là, finalement, on a... c'est des lettres que des amis, des proches nous ont écrit. Même les gens à l'hôpital qui étaient présents lors de l'interruption de grossesse, lors de l'accouchement, ils nous ont écrit une lettre. Ils nous ont offert de prendre des photos du bébé aussi. Ça, je le montre à moins de gens. Évidemment, oui. Mais j'ai beaucoup montré des photos des pieds, des mains du bébé, mais son visage, on dirait que c'est comme... C'est ça, c'est la petite partie que je garde pour moi ou que Philippe et moi, on garde. Puis déjà là, tous, juste de nous présenter tout ça, c'est tellement... On est dans votre moment privé, genre. Comme c'est littéralement ce que tu viens de faire partager. Puis encore une fois, merci beaucoup de non seulement de la façon dont tu t'as vulgarisé, parce que comme j'ai dit au début, c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que c'est. Puis même ceux qui savent, des fois, savent pas vraiment qu'est-ce que c'est. Puis tous les tips que tu as donnés, puis la présentation de ça. Puis j'aime jamais finir brusquement. Fait que on va aller avec 3. Si tu aurais 3 conseils à donner à une personne qui pourrait vivre cette situation-là dans le futur, ou qui a déjà vécu, mais qui n'a jamais eu quelqu'un à qui parler, ça serait quoi les 3 conseils sur lesquels tu nous laisserais? Je pense que le premier conseil, ce serait de se faire confiance. Parce que moi, très tôt dans ma grossesse, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Tu le sais dans ton corps. Puis en tant que femme, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme... Il y a un instinct qui se développe, un instinct maternel, finalement, auquel je croyais pas beaucoup. Mais que maintenant, je me dis, si ton corps, ta tête t'envoie des signes qu'il y a quelque chose qui va pas, fais-toi confiance. Et puis va de l'avant. Va poser les questions nécessaires, que ce soit des questions médicales, que ce soit un besoin d'aide psychologique, que ça soit... peu importe. Je pense que c'est de se faire confiance. Puis moi, j'avais vraiment l'impression que je suis en train de devenir folle en raison des fluctuations d'hormones. J'avais l'impression de perdre la tête complètement. Puis personne m'avait comme prévenu que ce serait normal. Donc, je pense que si j'avais à revenir en arrière, je me ferais plus confiance. Puis j'essaierais de normaliser tous ces feelings-là que j'avais. Puis ensuite, comme autre conseil, ce serait de... Malgré la pression que les autres peuvent mettre
ou la pression sociale que tu peux ressentir de passer à autre chose rapidement, il faut vraiment faire abstraction de ça. Il faut vraiment pas écouter les messages. Il faut franchir chaque étape à son rythme. Il faut pas se presser. Puis, il faut se laisser le droit de pleurer si on a envie de pleurer. Il faut... Vraiment, ça serait de vivre les émotions spontanément. Parce que c'est en inhibant, puis en repoussant ces émotions-là par force, que ça nous rattrape, puis qu'ensuite, là, on touche vraiment le bas du fond, comme le bas. Là. Puis que là, l'anxiété, la dépression embarque. Puis la clé, c'est d'en parler. Puis au diable, là, je veux dire, comme on s'en fout là, de ce que les gens peuvent penser. Là. Si dans ce moment précis, tu ressens le besoin de vivre une émotion, eh bien, vis-la, empêche-toi pas de la vivre. C'est difficile. C'est vraiment difficile parce que ça vient avec beaucoup... c'est très confrontant socialement, difficile à naviguer. Et il y a des gens qui vont vraiment te faire sentir rapidement combien ils sont mal à l'aise face au sujet. Mais c'est d'essayer d'esquiver ça. Puis, le dernier conseil, c'est un peu ironique, là, mais le dernier conseil, ce serait de se laisser le droit de rire aussi. Et puis d'avoir du plaisir à travers le processus. Parce que sans ça, ça devient vraiment sombre. Puis c'est pour ça que j'ai comme peut-être terminé sur cette note-là. Puis, 100%. Mais maintenant, quand je regarde les films, il y a des choses qui vont me faire pleurer qui me faisaient pas pleurer avant. Je pense, entre autres, tout récemment, j'ai écouté Seigneur des Anneaux 2. OK. Puis le roi Théoden perd son fils dans le film. Puis il dit, et je le cite, aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Puis j'aurais jamais pensé, mais c'est tellement venu me chercher. Puis j'écoutais Seigneur des Anneaux, puis habituellement, tu sais, c'est pas comme c'est un film d'action. C'est un film d'action, divertissement fantastique. Puis j'ai tellement pleuré, mais maintenant, là, je ris de ma réaction face à ce film-là. Même chose pour dans Harry Potter. Harry Potter 4. Quand Cédric Diggory meurt, puis qu'il revient là, du labyrinthe, là, son père crie « C'est mon fils, c'est mon petit! Ben, comme, en même temps, je ris à chaque fois parce que je suis capable de relate un peu à la souffrance qui est dégagée de du parent, de ce moment-là. Mais c'est rendu un gag, là, comme quand je trouve quelque chose de difficile, là, Philippe et moi, je vais comme quoter les films, là, puis... Tu vas aller dans l'humour. Je vais aller dans l'humour, puis je vais essayer de me rattacher à des éléments de la culture populaire ou des trucs de la vie quotidienne qui m'apportent un certain soulagement. Puis je pense que ça serait ça mon dernier conseil. Se permettre de rire. De pouvoir laisser toutes les émotions, comme tu parlais de ça tantôt, genre, vis tes émotions, ben, le rire fait partie de ces émotions-là, dans la joie, dans l'humour, qui peuvent aussi prendre le dessus. Totalement. Puis, un des sujets dont maintenant personne n'a le droit de rire. OK. Là, ça va être tough, là. Un sujet dont personne n'a le droit de rire, sauf Philippe et moi, c'est la trisomie. Explique. Si quelqu'un faisait une blague par rapport au fait que notre enfant était trisomique ou allait être trisomique ou peu importe, ouf, on peut pas tech. Mais nous, entre nous, on fait des blagues par rapport à ça. Je vois. Parce qu'on essaie de dédramatiser la situation. Ça, c'est votre safe space que vous êtes donné pour pouvoir, genre, naviguer à deux ce truc-là, mais de l'extérieur. Ouais, c'est ça. Please don't touch it. Genre, mais je pense que c'est ça que je veux apporter comme dernier message là, ou comme dernier conseil, c'est que il y a des choses qui vont peut-être pas se dire hors de la bulle familiale, mais que c'est vraiment correct de dire. Il y a pas de censure entre conjointe. C'est normal.
C'est une relation à part. Oui, mais il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit comme ça. C'est ce que tu dis en ce moment. Ouais. Sandrine, je te donnerai un câlin, mais Matt, il va se frustrer si je pousse son micro, fait que je vais donner un câlin après. Oui, mais certainement. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci d'avoir été vulnérable. Merci de nous avoir parlé d'un sujet qui, comme tu dis, genre souvent, on pense que c'est les personnes qui sont plus âgées ou d'autres personnes. Ouais. Puis on parle pas de ça étant plus jeune, que ça se peut qu'on ait face à faire, il est possible que nous fassions face à des situations de ce genre à un jeune âge. Puis merci d'avoir été vulnérable, pas juste avec moi, mais avec les gens qui vont regarder ça, parce que c'est pas tout le temps facile. Puis merci d'avoir vulgarisé aussi. Il y a tellement d'informations qu'on nous a données. Il y a tellement de choses que j'ai appris aujourd'hui. Puis je suis sûr que comme quand on va continuer d'avoir des conversations par rapport à autre chose, il y a plein de trucs que tu vas apprendre. Puis je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pris ce temps-là. Pour les gens qui regardent à la maison, j'espère que vous allez continuer à nous suivre. Vous voyez tout le temps des nice sujets ici. Puis il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Genre, moi, j'ai plein de sujets que je vais aborder, mais il y a d'autres sujets que des fois, je sais pas qu'est-ce que je vais aborder. Ou que, comme, il y en a qui sont comme, ça serait cool si tu aurais une personne qui nous parle de ça. Mais envoyez-nous un message. Faites-moi savoir. Puis continuez à nous suivre sur nos plateformes. Puis encore une fois, merci Sandrine. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu puis d'avoir créé cet espace-là de dialogue. Encore une fois, c'est vraiment précieux. Puis ça, moi, je vous dis, Ézéchiel, merci. I'm trying my best. Mais c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. À la prochaine.